Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bon, donc l'objectif de cette deuxième conférence, c'est de vous présenter plutôt les applications de la conjugaison de phase dans le domaine de l'optique. Et je crois que Mathias a très bien introduit, donc effectivement, pourquoi en optique on travaille sur la phase et qu'on n'a pas accès direct à la mesure, évidemment, de l'onde en termes de l'amplitude de sa fréquence, dans la mesure où les fréquences optiques sont de l'ordre de 10 puissance 13, 10 puissance 14 Hertz. Donc, évidemment, nous n'avons pas de détecteur, excepté des mécanismes non linéaires qui sont aussi rapides que les ordres de grandeur dont on aurait besoin dans le domaine de l'optique. Alors, le plan de cette présentation vous est présenté ici. On va revenir, parce que justement c'est un point intéressant, sur la conjugaison de phase, mais effectuée par des techniques d'holographie digitale. Donc là, on va bien séparer les fonctions, l'enregistrement de l'interférogramme sur une matrice électronique et sa relecture sur un écran du type écran à cristal liquide. Et après, on abordera justement quelque chose qui ressemble plus au retournement temporel, qu'on appelle l'holographie spectrale, et qui finalement, effectivement, est relativement peu utilisée. Il y a aujourd'hui un regain d'intérêt dans la mesure où on sait générer des impulsions courtes, et des impulsions courtes ont un spectre large. Donc, c'est ces paramètres que l'on est amené à manipuler, à la fois la durée du pulse et la largeur spectrale, de façon à conjuguer la phase ou à retourner temporellement l'impulsion incidente. Conjugaison de phase, il y a un domaine d'application qui aujourd'hui est très actif, c'est l'introduction de ces concepts dans les sources laser pour la compensation des effets de distorsion d'origine thermique essentiellement, des effets de compensation dans des architectures particulières qui sont du type oscillateur ampli, plus le miroir non linéaire, voire l'utilisation aussi du concept dans les lasers à fibres, ça ressemble un petit peu d'ailleurs à ce qu'on a vu en acoustique, et un point aussi important qui est la mise en phase de sources. En général, les sources laser constituent autant de sources incohérentes, l'une par rapport à l'autre. Et un des objectifs pour gagner en énergie, c'est d'essayer de mettre en phase toutes ces sources élémentaires et obtenir, bien sûr, un gain de puissance et certainement un gain de brillance de la source, qui est le point le plus important. Un autre domaine aussi qui est très actif dans notre communauté, c'est l'utilisation de l'optique adaptative, c'est-à-dire le contrôle de la phase, mais qui nécessite une mesure de la phase plus un calcul. Et également, avec ces technologies, on est amené à faire des corrections de la phase, corrections d'aberration, de propagation liées à la propagation atmosphérique des faisceaux, et d'une façon un peu plus générale, disons, des problèmes de traitement spatio-temporel du faisceau laser. Conclusion et perspective, je dirais en fonction des principes mis en jeu, et aussi des applications qui sont extrêmement variées dans le domaine de l'optique. Ça va du visible à l'infrarouge, voire même, dans certaines conditions, une extension vers le domaine millimétrique. Alors, quelques rappels sur holographie digitale et conjugaison. Comme on l'a dit, il y a un lien très, très fort entre la conjugaison de phase et puis les techniques de l'holographie. On enregistre dans ce cas-là, mais on va le préciser, cet hologramme sur un capteur électronique qui est un CCD, et la lecture se fera sur un écran LCD qui peut être équivalent à ceux que l'on utilise d'ailleurs dans des projecteurs ou écrans
écran de télévision. Donc conjuguer la phase, on l'a dit plusieurs fois, c'est inscrire et relire en dynamique un hologramme dans certaines conditions. Quelques rappels sur l'holographie plus classique. Ça, c'est l'objet plus la référence hors d'axe. Donc, on a inscrit sur un matériau qui a les bonnes propriétés la somme cohérente entre la référence plus l'objet et le détecteur est quadratique. On n'a pas de détection linéaire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on fait R plus l'objet module carré. C'est un système complexe de franges d'interférence qu'on peut schématiser comme celui-ci. Et en holographie digitale, donc, on va utiliser un capteur du type CCD et le signal issu de ce capteur va être imprimé tout simplement sur un écran LCD ayant la résolution, le temps de réponse qui en général est celui de la cadence vidéo, 100 Hz, et l'image sera en fait diffractée par transfert de Fourier de l'écran vers ce plan image. Et si l'enregistrement a été effectué correctement, on a la capacité de restituer un écran, une image tridimensionnelle. Un petit écran LCD qu'on utilise, c'est celui-ci, vous voyez. La dimension des pixels est de l'ordre de quelques 8 à 10 microns. Et on a de plus en plus de pixels, typiquement 2 millions, et puis on parle de plus 4 voire 6 millions de pixels sur des matrices LCD de très grande dimension. Le principe, si on regarde un petit peu plus dans le détail le formalisme, on a fait la référence plus l'objet module carré. Ce qui veut dire que si on développe, les deux termes d'intérêt, c'est l'objet fois la référence conjuguée, plus la référence fois l'objet conjugué. Et en fait, c'est ces deux termes qui sont intéressants. Quand on relie cet hologramme qui est imprimé sur un écran LCD, on trouve souvent ce nom dans la littérature qui est le modulateur spatial de lumière bidimensionnel. On a des termes continus, donc c'est non diffracté, l'onde passe directement au travers, et vous avez des termes dits ordre de diffraction moins 1, plus 1. L'ordre plus 1, c'est celui qui contient l'information de l'image, et ça, c'est le conjugué, c'est justement l'information spatiale conjuguée que l'on utilisera pour compenser tous les défauts de distorsion et de mise en phase des différentes sources. L'expérience qui est relativement facile à réaliser est la suivante. Voici le milieu qui va perturber la phase. L'onde signal va passer au travers ce milieu, sonde l'information de phase. On extrait un front d'onde qui est fortement perturbé en sortie de ce matériau et on interfère avec une onde référence sur une caméra CCD. Le signal issu de la caméra CCD est ensuite réinjecté sur un écran de télévision LCD et c'est lui qui va moduler la phase. Les molécules de cristal liquide se réorientent sous l'action de la tension. Et un cristal liquide est en fait le matériau électro-optique le plus efficace. Le changement d'indice par biréfringence dans un cristal liquide, c'est 0,2. Un cristal classique qu'on utilise pour des modulateurs télécoms ou autres, c'est 10-4, 10-5. Donc c'est plusieurs ordres de grandeur quant à l'effet électro-optique. Le point, évidemment, qui est limitant dans certains cas, un cristal liquide fonctionne à la cadence télévision, 100 Hz, 200 Hz. En général, il ne fonctionne pas à la fréquence du type kHz, voire 10 kHz. Donc ça, c'est un effet électro-optique géant, entre guillemets, par rapport à d'autres matériaux, mais une cadence de fonctionnement qui est de l'ordre de 100 à 200 Hz. Alors, par chance, en fait, ça fonctionne bien pour les applications télévision. On est juste dans l'ordre de grandeur. Par contre, à un facteur 10 près, on n'est pas dans des fréquences de l'ordre de kHz.
Alors, les milieux aberrants qu'on sera amené à utiliser, eh bien, c'est la propagation dans l'atmosphère, c'est des réseaux de fibres optiques. C'est l'expérience qui est faite ici, par exemple, au laboratoire. À partir d'un réseau de quelques fibres optiques, l'idée, c'est de générer le front d'onde qui remette en phase toutes ces sources élémentaires. On enregistre l'hologramme dynamique sur la caméra CCD. Et puis, on réimprime cet hologramme sur l'écran LCD, on repasse au travers du milieu qui perturbe la phase, et on obtient dans ces conditions-là, sur cette longueur d'onde lambda 0, un plan d'onde qui est parfaitement limité par diffraction. Les expériences vous le montrent de façon assez simple. La tâche de diffraction, quand toutes les tâches et toutes les fibres élémentaires sont en phase, donc c'est celle du livre, vous avez un pic central et des lobes secondaires. Si vous avez une loi de phase qui n'est pas maîtrisée, eh bien, ces phases sont plus ou moins aléatoires et vous perdez évidemment la cohérence spatiale de la phase et elle évolue dans le temps en fonction des perturbations atmosphériques, en fonction de la température, alors qu'ici vous êtes parfaitement mis en phase, c'est ce qu'on appelle le locking de la phase des différents émetteurs élémentaires. Voilà, alors ces expériences sont faites avec des composants dont les performances évoluent, dans la mesure où on dispose de capteurs avec de plus en plus de résolution spatiale, plusieurs millions de pixels, de petite taille, des cristaux liquides, et aussi d'ailleurs aujourd'hui des nouvelles technologies à base de micro-miroirs qu'on appelle les MEMS, et qui n'ont pas encore atteint la résolution d'écran LCD, certes, mais qui fonctionnent éventuellement à des fréquences plus élevées, donc ce qui a beaucoup d'intérêt pour ces applications où il faut corriger donc des signaux qui évoluent temporellement à des fréquences de l'ordre de 100 Hz à quelques kHz. Alors cette fonction de maîtrise de la phase est toujours extrêmement importante pour le domaine de l'optique et vraiment c'est un point qui a progressé de façon évidente depuis quelques années. On dispose donc de technologies qui ont aujourd'hui la capacité de contrôler la phase d'un réseau d'émetteurs ou d'un réseau bidimensionnel, par exemple, de fibres optiques monomodes, qui émettent tous à la même longueur d'onde. Et si tout ce réseau de points est en phase, on obtient un lobe de diffraction qui est parfait dans la bonne direction. On est capable aussi de contrôler la phase de chaque élément, donc d'obtenir une rampe de phase qui fait que l'antenne rayonne dans une direction θ. Donc c'est la fonction en fait de balayage de l'antenne optique. On peut tenir compte de perturbations éventuelles de l'atmosphère que l'on a mesurées par ailleurs avec un interféromètre et rétablir en fait à une distance donnée le plan d'onde dans les meilleures conditions et de façon un peu plus générale d'ailleurs maîtriser amplitude et phase sur ces réseaux d'émetteurs pour générer en fait une mise en forme à la fois spatiale et temporelle du front d'onde à une distance donnée. Donc ça c'est extrêmement important. Il y a quelques dizaines d'années, on n'avait pas les moyens de maîtriser la phase en optique sur plusieurs millions de pixels. Et aujourd'hui, donc, on le fait, et je dirais qu'on ressemble de plus en plus, en fait, aux techniques de balayage radar où l'on doit maîtriser amplitude et phase sur chaque élément de l'antenne. Donc, dans ces conditions-là, d'ailleurs, l'onde conjuguée, qui sera rayonnée par l'avant ou éventuellement en réflexion sur un milieu, eh bien, apparaît comme un cas particulier, c'est la phase phi en moins phi, parmi un problème plus général qui est en fait la contrôle de la phase spatiale après propagation de l'onde dans un milieu complexe. Les technologies, on en a parlé, micro-miroirs, ça c'est un point certainement d'avenir vis-à-vis des fréquences d'utilisation multi-kHz
avec un nombre de pixels qui soit aussi de plusieurs millions. Alors, le point qui ressemble un peu plus justement au renversement des signaux dans le domaine de l'acoustique, c'est ce qu'on appelle l'holographie spectrale. Et l'holographie spectrale fait appel à des impulsions qui sont nécessairement courtes. Et typiquement, on sait faire en optique des impulsions qui sont de l'ordre de la dizaine de femtosecondes, voire même un peu plus court. C'est aussi un problème qu'on peut rencontrer dans des applications télécom à très très haut débit, où la durée de l'impulsion, évidemment élémentaire, devient de plus en plus courte. Alors l'idée qui a été validée d'ailleurs, pas toujours de façon efficace, mais en tout cas validée dans son principe, est la suivante. C'est de partir d'une impulsion qui est courte dans le domaine temporel. Donc ça veut dire par Fourier une impulsion qui présente un spectre très large. On est donc dans le cas d'une impulsion limitée par transformée de Fourier, dans le domaine spectral. Cette impulsion se propage en général dans un milieu qui en optique est souvent très dispersif. Ça peut être des fibres optiques, ça peut être des composants optiques diffractifs qui effectivement diffractent de façon efficace toutes les composantes spectrales. Et le résultat, en fait, c'est une impulsion qui est allongée temporellement avec des vitesses de propagation différentes, par exemple pour la partie rouge et la partie bleue du spectre correspondant à cette impulsion initiale. Alors, ce qu'il faut faire pour retourner à la fois le temps et le spectre, c'est finalement avoir une impulsion suffisamment longue qui soit contenue dans le milieu non linéaire qui va servir de support à l'hologramme dynamique qui est là, et de faire interférer avec nos deux ondes de pompe. On retrouve le schéma de la semaine dernière, mélange dit à 4 ondes, signal, les deux ondes de pompe qui doivent être ultra courtes. Et on fige à un instant donné cet hologramme dynamique pour que chaque composante spectrale en fait, interfère avec ces composantes homologues des deux faisceaux références qui sont en fait les deux ondes de pompe de l'interaction non linéaire. Alors, si on fait ça de façon efficace, effectivement, la partie bleue du spectre va repartir immédiatement dans cette direction-là. La partie rouge du spectre est un petit peu retardé par rapport à son arrivée dans le milieu non linéaire. On peut repasser dans le milieu dispersif qui est suffisamment stable et obtenir donc, après traversée du milieu, une impulsion qui va être à la fois comprimée spatialement et spectralement. Donc c'est le cas idéal. On a fait le renversement à la fois dans le temps et sur la coordonnée spatiale de l'impulsion. On peut envisager l'utilisation de ce concept-là, non pas dans une configuration 4 ondes, mais simplement 2 ondes, c'est-à-dire faire en sorte que l'impulsion, évidemment, est contenue dans le milieu non linéaire d'interaction, et par une interaction à 2 ondes, de faire en sorte qu'on génère le conjugué dans la direction plus Z, comme on l'a fait d'ailleurs avec l'holographie digitale, et repasser dans un milieu dispersif qui serait équivalent à celui-ci, ce qui n'est pas toujours évident si c'est la propagation par fibre optique, par exemple, et dans le principe, eh bien, être capable de recomprimer l'impulsion et obtenir évidemment un rapport signal à bruit, si on a une série d'impulsions, qui soit absolument parfait, indépendant des effets de dispersion rencontrés. Alors, ce principe-là, en fait, on cherche à les utiliser de plus en plus dans le domaine des télécoms, mais plutôt en faisant du calcul. C'est-à-dire, on cherche à sonder la loi de dispersion de la ligne, faire du calcul et réémettre un signal qui présente une loi de dispersion telle qu'après propagation sur une ligne ayant une dispersion plus ou moins équivalente à la première, compenser donc aussi l'effet de dispersion
de l'ensemble des composants. Un point qui est évidemment un peu restrictif dans cette technique, c'est que la durée de l'impulsion doit tenir dans le milieu non linéaire. Bon, ce qui veut dire que si on a un milieu non linéaire de quelques centimètres, eh bien, typiquement, ça a bien marché d'ailleurs. Il y a de nombreuses validations expérimentales avec des durées d'impulsion qui sont de l'ordre de quelques centaines de picosecondes. Donc, effectivement, on est dans le cas qui ressemble un petit peu à celui de l'acoustique, où après une interaction du type 4 ondes et repassage dans le milieu dispersif, eh bien, l'impulsion est comprimée, la dispersion est annulée. On peut le voir encore une fois, et ça a été d'ailleurs publié par des chercheurs de Bell Labs dans les années 95, comme tout à fait analogue à l'holographie spatiale, mais holographie spectrale. Alors, il y a un montage un peu particulier pour faire ça, où on fait en fait interférer cette impulsion de référence, cette impulsion signal qui peut être complexe, sur le milieu non linéaire, et on relie en fait de façon un peu analogue à l'holographie classique l'hologramme par cette impulsion référence courte, donc qui contient toutes les composantes spectrales. On relie cet hologramme et on restitue le signal qui ici est un signal temporel et non pas un signal spatial. Donc c'est tout à fait analogue au schéma que l'on utilise habituellement de l'holographie dans le domaine spatial. Un point qui nous intéresse toujours, évidemment, c'est l'utilisation de ce concept de conjugaison de phase pour la focalisation sur cible. Ça ressemble aussi beaucoup à des concepts qui ont été présentés par Mathias dans le domaine de l'acoustique et des effets de cavité. L'idée est la suivante, c'est de disposer d'une cible, un laser haute énergie, haute puissance, et comment se focaliser sur cette cible, quelles que soient les perturbations évidemment apportées par le milieu, l'atmosphère, des composants optiques et dont les aberrations évoluent dans le temps. Alors l'idée de base, et qui a été validée dans plusieurs expériences, c'était d'éclairer cette cible par un laser de faible énergie en fait, qui constitue une sonde. Cette sonde rayonne vers la source, repasse dans un milieu amplificateur, va être conjuguée en phase par le miroir non linéaire, on repasse dans le milieu amplificateur et si tout se passe bien, de façon efficace, eh bien, évidemment, on va refocaliser sur la cible en limite de diffraction, dans la mesure où à l'aller on a fait plus phi et au retour évidemment on fait moins phi. Donc si tout se passe bien, on retrouve la tâche de diffraction et toute l'énergie de la source s'en va sur la cible, quelles que soient les perturbations éventuellement dans l'atmosphère. Donc ça a été effectivement validé en général sur plusieurs kilomètres, voire dans la mesure où certains résultats étaient un peu confidentiels, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc les signaux qui reviennent de la cible sont extrêmement faibles, néanmoins ils sont cohérents avec le mètre oscillateur, donc qui a servi à générer le faisceau sonde. On retourne la phase donc, par un miroir à conjugaison de phase qui en général est une cellule Brillouin qui est efficace. On fait moins phi au retour et on va focaliser sur la cible. Donc tout ça a été effectivement validé avec des sources laser impulsionnelles en propagation atmosphérique et puis les interactions Brillouin sont généralement bien adaptées à ce type d'interaction dans la mesure où il faut répondre en quelques nanosecondes ou une fraction de nanoseconde pour que l'impulsion évidemment se conjugue dans les meilleures conditions. On a aussi utilisé et on l'utilise toujours d'ailleurs, la conjugaison de phase avec la notion de déflexion du faisceau. Finalement, beaucoup de systèmes laser ont besoin de faire un balayage ou une désignation d'une direction, θx, θy.
Et on va le voir sur ce schéma, la conjugaison de phase permet de façon efficace le contrôle angulaire du faisceau et rapide, certainement, en tout cas sans déplacement mécanique. Alors l'idée est la suivante, on part d'une source qui est un maître oscillateur, toujours faible énergie, et qui est suivi d'un composant acousto-optique qui va permettre de dévier angulairement en θx, θy. Donc c'est une interaction acousto-optique qui défléchit, qui crée un réseau en fait élasto-optique qui défléchit l'onde dans une direction donnée. On repasse dans un milieu amplificateur et on conjugue en phase dans une cellule Brillouin qui ici était de l'azote haute pression. Et le front d'onde est retourné. L'intérêt, c'est évidemment de compenser toutes les distorsions de phase induites par le milieu amplificateur qui est là. Et on va retrouver une direction d'émission, en fait, qui est parfaite parce que c'est la direction émise sur le faisceau de basse énergie. Alors, on voit la différence de façon remarquable ici. Les faisceaux sont adressés, mais ils sont perturbés par les effets d'aberration du milieu amplificateur. Quand on compense évidemment ces effets, eh bien, vous retrouvez toutes vos directions avec un temps d'accès de quelques microsecondes et surtout avec un nombre de points qui est celui du déflecteur acousto-optique, c'est-à-dire c'était dans ces expériences-là environ 200 par 200 directions indépendantes. Si on ne fait rien, l'utilisateur va dire ici je résous combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Ici, je retrouve toutes mes directions permises par le déflecteur acousto-optique. Donc ça, c'est extrêmement important pour de nombreuses applications. Alors, autre point, et je dirais que ça fait suite à ce qu'on vient de dire, c'est compensation des distorsions de phase dans les lasers de puissance, dans la mesure où on souhaite obtenir des sources qui ont non seulement de la puissance émise, mais il faut que cette puissance soit émise dans un angle solide qui soit égal à l'angle solide de diffraction. Encore une fois, c'est le rayonnement de l'antenne, c'est la puissance émise dans l'angle solide correspondant à la taille de l'antenne. Alors, ce qui compte, en fait, c'est ce paramètre qui est la luminance, et de plus en plus, l'optronique et la photonique utilisent ces deux paramètres, puissance émise, luminance de la source. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va très vite. Dès que vous réalisez des sources qui sont pompées aujourd'hui de façon extrêmement efficace par des diodes ou par des flashs, eh bien, on ne peut pas éviter un gradient d'indice thermique dans le barreau du laser, et ça correspond en fait à une focalisation extrêmement violente, dans certains cas, du faisceau incident. L'amplificateur, eh bien, il focalise à quelques centimètres de l'extrémité, voire, si on ne prend pas garde, il peut focaliser dans le matériau lui-même. Alors voilà, d'où cette notion de luminance et en fait d'un paramètre de qualité du laser qu'on appelle le paramètre M2 et qui correspond en fait à l'écart de l'angle solide par rapport à la limite de diffraction. Disons qu'une source dont le M2 vaut 2, ça veut dire qu'elle rayonne dans un angle qui est à peu près 2 fois la limite de diffraction idéale. Et la luminance, c'est M2 au carré. Donc on perd très vite un ordre de grandeur éventuellement sur la luminance par rapport à une source parfaite. Donc c'est un paramètre qui devient extrêmement critique vis-à-vis des applications. Alors, ça nous conduit en fait à donner un petit peu des limites vis-à-vis de la qualité d'une source. On dit que la source, eh bien, on la veut aussi parfaite que possible. Elle émet dans un angle solide correspondant à une tâche de diffraction qui soit parfaite. Et en fait, quand on regarde, eh bien, on constate qu'en optique, il faudrait être capable de contrôler la phase, non pas à lambda sur 4, comme on le dit souvent dans les livres, eh bien, c'est plutôt lambda sur 10.
si on veut que tout soit presque parfait en termes de puissance émise et surtout en termes de luminance de la source. Alors, encore une fois, là, la conjugaison de phase va nous aider à réaliser ces fonctions-là et à les démontrer dans de bonnes conditions donc, au laboratoire. Voici par exemple quelques exemples. Une source qui est constituée d'un oscillateur et d'un amplificateur. Ici, 2 étages d'amplificateur. Alors, on passe de l'oscillateur vers les amplis. On repasse 2 fois, on conjugue en phase sur un miroir non linéaire qui ici est photoréfractif, on repasse, donc on a fait 4 passages de façon à extraire le maximum d'énergie du milieu à gain, et on va extraire par polarisation donc l'énergie de ces amplis. Alors, pour faire ça, le cristal photoréfractif est bien. Sauf qu'il nous demande un temps d'intégration qui est un petit peu long, mais néanmoins qui permet de valider l'ensemble des mécanismes, quelques dizaines de secondes. Par contre, l'effet est assez spectaculaire. On va surtout le voir ici, sur ces planches-là. Voici le faisceau incident. Si on est en présence d'effets de lentille thermique qui peuvent être extrêmement violents dans les amplis, eh bien, par conjugaison de phase, on restitue une tâche de diffraction qui est quasiment parfaite et identique à celle du mètre oscillateur. Bon, moyennant un temps d'intégration, ici, de quelques dizaines de secondes, quand le milieu aberrant, en fait, quand le point de fonctionnement de la source évolue. Donc voilà, et si on fait évidemment varier la fréquence, la cadence de répétition des impulsions, eh bien vous avez un M2, donc le paramètre de qualité qui varie un petit peu, mais qui reste tout à fait équivalent au paramètre M2 du mètre oscillateur. D'où l'intérêt dans ces expériences d'avoir un miroir conjugué ayant les bonnes propriétés dynamiques et spatiale. Autre mécanisme, on en a parlé aussi rapidement la dernière fois, qui est d'utiliser le milieu à gain lui-même en tant que miroir non linéaire. Donc finalement, le milieu à gain, il est capable aussi d'imprimer cet hologramme dynamique qui, par diffraction, génère l'onde conjuguée. Alors je viens tout de suite à l'expérience qui est là, qui est la suivante. Vous avez 2 milieux amplificateurs parce que, évidemment, il y a toujours un petit peu un prix à payer quand on fonctionne en mélange à 4 ondes. Il faut un gain qui soit élevé, c'est-à-dire 2 milieux à gain pompés par des diodes. Et on fait cette cavité en boucle et qui a la propriété remarquable de s'auto-organiser pour qu'elle devienne absolument insensible à toute perturbation à l'intérieur de cette cavité. Donc l'onde qui sort, en fait, a un plan d'onde en fait, qui est imposé par le miroir de sortie qui est là, qui est un miroir plan. On aura une onde qui est parfaitement limitée par diffraction. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas changé le matériau. C'est le même matériau qui constitue à la fois l'effet laser et qui constitue la non-linéarité qui génère l'onde conjuguée. Alors encore une fois, on ne conjugue que la phase. On n'est pas sur un spectre large qui permettrait aussi le retournement temporel. On profite aussi d'un effet d'auto-déclenchement, c'est-à-dire que c'est le milieu laser lui-même, en fait, qui par effet de saturation du gain, eh bien, va générer de lui-même l'impulsion qui fait une dizaine de nanosecondes. Et en fait, c'est généralement les ordres de grandeur qu'on demande pour nos applications. Et cette source donc, sera à la fois monomode, spatiale, spectrale et avec une durée d'impulsion qui est contrôlée par l'effet de saturation du gain. On a réalisé donc, des sources qui sont plus compactes et qui montrent ces fonctions-là avec des amplificateurs à fort gain.
il y a une très bonne stabilité du pointé et, comme on le voit ici, eh bien, une qualité de faisceau qui est remarquable et indépendante du point de fonctionnement de la source. Autres exemples, peut-être, qui illustrent encore une fois l'intérêt de la conjugaison de phase et de cette approche non linéaire, c'est quand on va monter de plus en plus en énergie et en puissance émise avec les sources laser. Et ça, c'est une tendance qui aujourd'hui est absolument remarquable. On va vers des sources qui émettent des kilowatts de puissance optique en continu. Et puis en impulsionnel, il faut aller à très haute cadence de plus en plus, de la puissance moyenne. Et puis il faut sortir des joules, 100 joules, et puis il faut aller encore plus haut en énergie, d'où, encore une fois, la maîtrise des effets thermiques qui perturbent la qualité spatiale du faisceau, et la conjugaison de phase va nous aider à obtenir des ondes qui restent parfaitement limitées par diffraction. Dans ce régime des impulsions nanosecondes, il est clair que Brillouin est bien adapté. Son temps de réponse est court. Bon, il a un effet de seuil, il faut être au-dessus du seuil pour obtenir une réponse efficace, et une saturation de l'effet qui est excellente en termes de réflectivité. La réflectivité Brillouin peut être 80-90% du signal incident, avec une bonne fidélité de l'onde conjuguée. Alors, c'est exploité dans des sources qui sont constituées donc de plusieurs étages d'amplificateurs. Et le miroir conjugué, c'est un exemple d'utilisation d'une fibre. C'est une fibre multimode qui doit accepter en fait tous les modes issus de l'amplificateur. Donc il faut une certaine ouverture numérique de la fibre pour obtenir par effet Brillouin une compensation aussi parfaite que possible de tous les effets d'aberration de cette source. Donc l'intérêt ici, c'est des fonctionnements à énergie qui est raisonnable, mais surtout à des fréquences qui sont multi-kilohertz et qui restent indépendantes donc des caractéristiques et du point de fonctionnement de la source. Alors évidemment, on peut aller encore plus loin. Et il y a des exemples avec des sources laser de 10 joules qui utilisent des effets de conjugaison de phase Brillouin. Encore une fois, dans des cellules Brillouin qui sont bien adaptées à ces régimes impulsionnels. Et un très bel exemple aussi qui est donné ici, qui associe à la fois l'énergie et la mise en phase des éléments amplificateurs. Vous voyez, vous avez une source qui est en fait constituée ici de 4 amplificateurs. Et on va essayer en fait de recaler la phase respective de tous ces amplis, dans la mesure où évidemment chaque ampli n'est pas contrôlé à une fraction de longueur d'onde optique. C'est trop difficile dans le domaine de l'optique. Et on va au contraire utiliser des méthodes un peu plus issues de l'interférométrie et de la conjugaison de phase pour recaler le plan d'onde émis par tous ces modules amplificateurs. Le schéma de l'expérience est assez élégant parce que finalement on a par exemple ici 4 amplis. On focalise tout le monde dans la même cellule Brillouin, donc qui est le miroir non linéaire, et par retournement de la phase, on voit bien que finalement ce qui est important, c'est le plan de phase issu de l'oscillateur. Et c'est lui qui va contrôler tout le monde. On a fait plus phi1, moins phi1, on fait plus phi2, moins phi2. Donc en fait, on va retrouver ici un plan de phase qui est le plan de phase issu de l'oscillateur local et dont la qualité spatiale, évidemment, sera excellente. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le pointé de ce laser, eh bien, il est donné tout simplement par celui de l'oscillateur local. On a une autocompensation de tous les défauts dus au mécanisme de conjugaison de phase.
Alors ça donne une des sources actuellement les plus énergétiques qui a été développée par les laboratoires du Lawrence Livermore aux États-Unis, 100 joules, quelques 500 centaines de nanosecondes, et bon, c'est assez remarquable en termes de qualité de faisceau. Ça sert aussi à de la conversion de fréquence, et le milieu non linéaire est une cellule à gaz. Donc. Bon, on a utilisé ces concepts-là, mais je passe peut-être assez vite sur les lasers à fibres. En fait, ce sont des fibres qui sont dopées avec des ions ytterbium ou des ions erbium et qui ont des cœurs très larges et finalement le cœur est suffisamment large pour que la fibre soit complètement multimode. Et encore une fois, une interaction non linéaire dans une autre fibre, également multimode, basée sur l'effet Brillouin, parce que son temps de réponse est bien adapté. On retrouve un schéma qui ressemble un petit peu à celui de l'acoustique tout à l'heure. Eh bien, on rentre du multimode et puis on va ressortir un faisceau qui est totalement corrigé de toutes les aberrations. On va retrouver, c'est ce qu'on appelle la fonction de nettoyage du faisceau. Le faisceau est monomode et d'excellente qualité spatiale après interaction avec l'onde Brillouin dans la fibre multimode. Donc ça, c'est assez remarquable parce que ça montre que finalement tout faisceau totalement multimode, après l'interaction non linéaire, est capable d'être reconverti en faisceau monomode. Alors, moyennant quelques limites, il faut faire attention aux conditions d'injection dans la fibre Brillouin. On peut exciter le mode fondamental, ce qui est très bien, mais on peut aussi, dans certains cas, récupérer des modes d'ordre supérieur, dont la divergence peut être évidemment un petit peu moins favorable que le mode fondamental que l'on recherche. Alors, le dernier point, qui également est extrêmement intéressant pour les analogies entre la conjugaison de phase, holographie, optique adaptative, c'est l'utilisation donc de valves à cristaux liquides ou d'autres technologies, on le verra, à base de MEMS, pour en fait réaliser l'équivalent d'une diapositive programmable, souvent des expériences à base de cristaux liquides, et qui permettent aussi de contrôler la phase dans d'excellentes conditions, moyennant évidemment une phase de mesure de la phase spatiale de l'onde, dans la mesure où on n'a pas de mécanisme non linéaire là qui lui-même enregistre de façon dynamique l'hologramme qui est adapté donc à la génération de l'onde conjuguée. Alors, encore une fois, c'est une technique qui permet d'une façon plus générale de générer des ondes, signal et conjuguées. L'onde conjuguée est en fait un peu un cas particulier d'une génération d'ondes plus complexe qui assure en fait une mise en forme à la fois spatiale et temporelle du faisceau qui soit adapté à une application. Et on retrouve d'ailleurs même encore avec ces valves optiques en fait des notions dites de lumière lente qui sont, encore une fois, c'est la notion de vitesse de groupe quand on utilise une impulsion. Et dans notre cas, c'est des impulsions qui sont relativement longues dans le temps. Alors l'optique adaptative, les astronomes en fait l'utilisent déjà depuis longtemps. Et c'est un sujet qui évolue rapidement avec les technologies, les microtechnologies que l'on sait aujourd'hui évidemment maîtriser sur un grand nombre de points. Alors l'idée de base est la suivante, c'est une onde, alors pour nous c'est souvent un faisceau laser, mais ça peut être en fait
une onde issue d'une étoile quand on est en astronomie. Alors c'est une onde plane en fait qui a sondé l'atmosphère, qui est passée au travers de milieux et de couches turbulentes. Le front d'onde est déformé et on est capable, par des moyens aujourd'hui relativement simples, en fait, de mesurer la phase de cette onde par rapport à la phase idéale, qui est une onde plane, et d'obtenir les signaux en fait d'écart de phase et d'injecter ces signaux d'écart de phase issus de l'interféromètre, qu'on appelle souvent le capteur de front d'onde, de les injecter sur en fait un miroir qui est quelque chose comme une membrane déformable. Donc il y a une matrice d'actuateurs. Chaque actuateur est commandé par un signal électrique, en général une tension, et cette tension en général est proportionnelle à l'écart de phase en fait, que l'on a mesuré ici. Alors évidemment, si on fait ça, on va faire en sorte qu'on a plus phi, plus delta phi de x et de y d'ailleurs à l'entrée. Après réflexion sur le miroir adaptatif, eh bien, on veut faire moins phi pour récupérer en fait une onde qui est plane et qui sera limitée par diffraction sur une matrice de détection. Donc en fait, ça peut être vu comme de la conjugaison de phase, mais par l'avant. Après réflexion sur ce composant-là, on fait plus phi moins phi pour obtenir donc l'onde diffractée limitée par diffraction. C'est extrêmement efficace. Hein. On a des cas évidemment où cette mire qui va servir d'objet test est totalement aberrante. Et puis après correction adaptative, on récupère dans de très bonnes conditions une résolution spatiale extrêmement bonne après mise en route donc de la boucle d'optique adaptative. Alors les technologies, bien on commence à en avoir beaucoup. Il y a des grands miroirs qui sont commandés par des matrices d'actuateurs piézoélectriques par exemple. Il y a plus ou moins d'éléments. Il y a des miroirs de petite taille, de grande taille qui tiennent au flux en fonction des applications laser de puissance. Et puis aussi, on a des technologies à base de micro-miroirs en fait, qui se déforment de façon électrostatique avec des tensions qui sont relativement faibles. Et on déforme ce miroir avec une excursion de phase qui en général est de l'ordre de lambda sur 2, en fonction de la tension appliquée. Et puis la solution donc, sur laquelle on travaille toujours à Thales, qui est l'utilisation des cristaux liquides, et en particulier de technologies valves qui sont adressées optiquement. Donc il n'y a pas de pixels élémentaires, donc c'est une image qui sera projetée et qui va contrôler localement la phase des différents de l'onde issue du dispositif. Alors, le principe de fonctionnement de cette valve est le suivant. C'est de l'adressage optique. Hein. On n'a pas de matrice d'électrodes comme le fait votre écran de télévision. L'écran qui est là, il a des matrices d'électrodes X et Y qui adresse localement chaque pixel au point de croisement. Et il y a un transistor hein, qui assure la commutation du pixel au point sélectionné. En général, le taux de remplissage de ces matrices est limité parce qu'il y a une partie cristal liquide et puis il y a une partie aussi occupée par l'électronique d'adressage. Alors en optique, on aime plutôt des surfaces qui soient totalement continues et qui évitent tous les effets de diffraction parasites qui seraient liés à un matrissage par des électrodes XY. Alors c'est pour ça qu'on a développé cette technologie qui est assez originale et qui utilise en fait un adressage optique du dispositif. Alors il est constitué l'adressage optique, c'est en fait un photoconducteur qui commande le cristal liquide et une tension appliquée par l'intermédiaire de deux électrodes transparentes, hein, tout simplement.
Le photoconducteur est adressé par projection d'une image dans le bleu-vert typiquement, 400-500 nanomètres. Et l'éclairement qui est là, eh bien, il induit sur le cristal liquide une tension qui est à peu près proportionnelle à l'éclairement reçu de l'image dans le domaine spectral bleu-vert. Cet éclairement, donc ce transfert de tension, induit une réorientation des molécules du cristal liquide, d'où l'effet de biréfringence classique, un delta N de l'ordre de 0,2, sur une cellule qui fait de l'ordre de 5 à 10 microns d'épaisseur. Et le faisceau laser, donc, dont on veut contrôler la phase ou générer la phase conjuguée, eh bien, passe en transmission dans ce dispositif. Et en fonction de l'éclairement reçu par l'image projetée, eh bien, on va avoir une loi de phase proportionnelle en fait à l'intensité de l'image, I de X et de Y. Donc en fait cette image pour l'adressage optique, et c'est tout simplement un tout petit projecteur, c'est une petite diapositive LCD qui est éclairée dans le bleu et qui va assurer en fait le contrôle de la loi de phase. Ce qui fait qu'avec un dispositif comme ça, on contrôle la phase non pas sur quelques dizaines ou centaines d'actuateurs, comme on le fait avec des dispositifs piezo, mais sur un très grand nombre de pixels, environ 300 par 300, avec cette technologie. Alors encore une fois, on peut faire de l'optique adaptative sur un faisceau laser qui émet aussi bien dans le régime nanoseconde, femtoseconde. Le composant intercepte le faisceau, il est placé au niveau du plan focal d'une lentille et on regarde ce qui se passe dans le plan focal qui est là. Alors on passe de là à ce plan focal par une transformée de Fourier. On fait la transformée de Fourier en fait de l'interférogramme qui est affiché sur la valve à cristal liquide. D'où la notion en fait de mise en forme active du faisceau en imprimant sur la valve la loi de phase qui génère un front d'onde quelconque, y compris le front d'onde conjugué. Bon, ça c'est le cas où effectivement on imprime la loi de phase conjuguée pour obtenir, après traversée du composant, une compensation des effets de distorsion dus à la chaîne laser elle-même, donc plus phi, moins phi, et évidemment à un niveau de bruit résiduel près, on obtient une compensation assez parfaite des effets de distorsion du faisceau, distorsion spatiale ici. On voit qu'on est à lambda sur 20, donc effectivement c'est les ordres de grandeur qu'il faut atteindre pour viser une qualité spatiale du faisceau à peu près limitée par diffraction. Et puis on peut aller un peu plus loin. Finalement, la loi de phase conjuguée est aussi une loi de phase plus complexe pour faire en sorte que par transformée de Fourier spatiale de cette image de phase, eh bien, on crée à la fois du conjugué pour compenser les aberrations, mais aussi on crée en fait un profil image qui servira par exemple à des applications de marquage ou de micro-usinage dans un plan focal. Voici la figure qui est diffractée et on peut changer évidemment cette loi d'éclairement avec le temps de réponse du cristal liquide utilisé. Des applications, je dirais, un petit peu aussi similaires, mais qui sont du domaine des sources de très haute énergie et qui sont développées là avec l'école polytechnique au laboratoire du Lully. C'est des sources qui sont évidemment sur plusieurs dizaines de mètres de longueur avec des multi-étages d'amplification. On vise 100 joules, c'est un peu les ordres de grandeur que je vous ai indiqués tout à l'heure. Sur un schéma unique, il n'y a pas de notion ici de mise en phase. Et encore une fois, il faut aller mesurer la phase avec un interféromètre, faire un petit peu de traitement du signal pour faire en fait un signal conjugué qui sera injecté sur la valve optique, cristal liquide,
pour qu'après retraverser de tout cet étage, eh bien, on retrouve la qualité de faisceau attendue. C'est ce qui est montré ici. On est à moins de 10%, si on veut, après correction de la tâche limite de diffraction idéale. Voilà. Alors, d'autres notions avec ces valves optiques qui sont en fait très riches quand on regarde les possibilités d'application. C'est aussi de retrouver un peu les expériences de la semaine dernière, de faire de l'interférence pompe-sonde, un faisceau plus intense, un faisceau signal, qui va périodiquement réorienter les molécules dans la valve à cristal liquide et en fait créer le réseau de diffraction dynamique. C'est un réseau de diffraction Raman-Natt, alors il y a plusieurs ordres, plus 1, plus 2, etc. On sait aussi, ça équivaut en fait à un milieu équivalent, entre guillemets, Kerr, un milieu non linéaire, et c'est un milieu dans lequel on est aussi capable de transférer en fait de l'énergie de la pompe dans la direction de la sonde. On va retrouver donc avec cette valve aussi les notions de mélange à 4 ondes et de génération de l'onde conjuguée dans les différentes expériences que je vous ai déjà présentées. Le temps de réponse, évidemment, sera toujours limité par le cristal liquide, le temps de réorientation de la molécule, de quelques 10 à 100 millisecondes, typiquement. Et il y a aussi ce qui est intéressant, ça c'est une courbe de gain, c'est-à-dire que la pompe transfère à la direction de la sonde. Mais quand on regarde un petit peu les mathématiques autour de ça, de ce mélange dans le milieu Kerr équivalent, eh bien, il y a aussi une courbe de phase. Il y a une courbe de phase en fonction d'un écart de fréquence entre la pompe et la sonde. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle maintenant la lumière lente. C'est surtout ici. C'est-à-dire que c'est un temps de retard de groupe. Si on a une impulsion qui est relativement longue, de quelques dizaines de millisecondes, qui interfère avec le signal continu, eh bien, l'impulsion transmise peut être en avance ou en retard. Temps de retard de groupe, c'est dφ sur d oméga. Donc il y a du déphasage sur une bande passante delta oméga qui ici est de l'ordre d'une dizaine ou une centaine de hertz et qui tient compte bien sûr du temps de réponse du matériau. Bon, je dirais que là on est peut-être un petit peu en dehors, bien que les notions de lumière lente et de temps de retard de groupe sont peut-être justement à utiliser pour qu'en optique, on puisse contrôler le retournement temporel de l'impulsion dans des interactions du type 2 ondes, comme celle-ci, mais aussi en configuration 4 ondes, qui sont tout à fait adaptées à ces géométries. Alors, quelques conclusions générales un petit peu sur ces deux exposés. Je crois que, sans aucun doute, toutes les applications de la photonique, des sources laser de puissance et leurs applications industrielles passent par la maîtrise de la phase. Et ça, ce n'est pas uniquement l'énergie qu'il faut extraire des milieux à gain, mais c'est aussi contrôler, maîtriser la phase spatiale et aussi la forme temporelle de l'impulsion. Important pour toutes les notions d'imagerie dans des milieux complexes. Il y aura des présentations aussi sur ce sujet-là dans le cadre des différents cours. Laser haute énergie, mise en phase de faisceau, être capable d'additionner l'amplitude de n sources qui émettent bien sûr à la même fréquence, et ces notions de manipulation spatio-temporelle des impulsions ultra courtes. Obtenir des ondes et des impulsions qui sont mises en forme en fonction d'implications spécifiques. Dans nos domaines, il faut bien dire que chaque application nécessite une source particulière et des moyens adaptés de manipulation du faisceau. Et bon, il est clair que toutes ces techniques variées, issues de l'optique non linéaire, de l'optique adaptative, vont jouer un rôle déterminant de plus en plus, y compris la conjugaison de phase, qui est un cas particulier du contrôle de phase, pour adapter en fait la source
aux besoins et aux domaines d'application et de l'utilisateur, à la fois dans les laboratoires, bien sûr, mais de plus en plus dans le milieu industriel. Quelques références sur ces sujets-là. Plusieurs livres existent, depuis les origines jusqu'à des choses plus récentes que l'on a publiées avec Arnaud Brignon. Et puis, bien sûr, ce que je vous ai présenté, bien, ça résulte du travail de beaucoup de personnes dans le laboratoire, des doctorants, des jeunes embauchés maintenant dans Thales, dans le laboratoire et dans les divisions, des collaborations avec quelques collègues universitaires, Saint-Étienne, nos collègues de l'Université de Nice, qui développent là, ces notions tout à fait originales de lumière lente. Et puis aussi, toujours des discussions actives pendant les congrès avec nos collègues aux États-Unis, en particulier David Rockwell de Raytheon. Voilà, je crois que c'est la dernière. Voilà, non, on ne recommence pas sur la conjugaison de phase intracavité. Donc voilà un petit peu le panorama des applications du domaine, qui reste, vous le voyez, assez ouvert à toutes les idées originales dans le domaine de la physique, du traitement du signal et des applications. Merci. Merci Jean-Pierre.